Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Les playoffs arrivent à grands pas et je vous propose, pour bien préparer ces playoffs, pour que vous ayez toutes les cartes en main pour les apprécier à leur juste valeur, et bien d'attirer votre attention sur 5 stats clés, sur 5 stats décisives qui vont être très importantes pour le succès ou les futurs échecs des joueurs ou des équipes concernées dans les playoffs à venir. Vous aurez comme ça une grille de lecture peut-être un petit peu plus large pour bien appréhender et apprécier les quelques semaines encore de compétition très intense qui nous attendent. Je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet. Première stat qui va être à observer, à analyser, à suivre durant ces playoffs, c'est la suivante. Est-ce que James Harden peut rester à 36% de réussite à 3 points sur les pull-ups durant les playoffs? Vous le savez, James Harden, il fait une saison de mutant. Il fait une saison en termes d'efficacité offensive et de rendement de mutant. Et 50% de ce que fait Harden en attaque, en fréquence, c'est du pull-up à 3 points, c'est le dribble entre les jambes, isolation, step back, tir à 3 points, il en tente 12 par match sur les 24 tirs qu'il tente en moyenne par rencontre, et il est à 36% sur ses tirs tentés en pull-up. La moyenne NBA c'est 35,6 je crois de réussite à 3 points, donc il fait mieux que la moyenne NBA sur des tirs qui sont extrêmement compliqués, qui sont en général très bien défendus, donc performance hors norme, performance de mutant. Derrière les Rockets, première équipe de très loin de toute la NBA en termes d'usage de l'isolation. Donc on a vraiment un Harden qui est un catalyseur de l'attaque de Houston. Catalyseur qui passe par ses capacités de fixation et par son rendement sur ses tirs en pull-up, sur ses tirs en step back, sur ses tirs à 3 points. Les Rockets sont éminemment dépendants de son rendement, de son efficacité. La saison passée, c'est très intéressant, Harden, il était à, je m'étais noté ça, il était à 39% sur ses tirs en pull-up. D'une manière générale, sur cette saison, tous les pourcentages de réussite d'Harden sont un tout petit peu en repli parce que son taux d'usage a augmenté, donc on l'a plus sollicité, donc il a augmenté en quantité mais perdu un petit peu en qualité. Si vous voulez, l'année dernière, il était à 38% sur les pull-ups en saison, c'était complètement random, complètement mutanesque, et il était tombé à 31% en playoff. Il y a eu un dégringolage de son adresse à 3 points, sauf qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, la saison passée, les Rockets, c'était la 7e défense de la NBA. Ça n'est que la 17e défense cette année, et en fait, ce que les Rockets avaient perdu en attaque avec le dégringolage de l'adresse de Harden, ils l'avaient réussi à le récupérer avec leur qualité de défense. Ils étaient la saison passée à 114 points marqués pour 100 possessions jouées. Ils sont tombés à 108 points pour 100 possessions jouées en playoff. Mais leur défense, qui encaissait 106 points pour 100 possessions, elle est restée à 106 points pour 100 possessions. Donc la baisse de rendement offensif de Harden a été sauvée, a été maquillée, a été masquée par les qualités de défense. Cette année, les Rockets, ils encaissent 110 points pour 100 possessions. S'ils passent de 114 à 108 et qu'ils restent à 110, il y a un déséquilibre. Et l'équipe va souffrir en playoff. Donc, ce facteur adresse, il est très important. Et Harden fait tellement de pull-up qu'on ne peut pas ne pas surveiller ça de très près. Il y a une autre stat qui est assez flagrante. Harden, en moyenne 64% au tir réel dans les victoires, ça tombe à 56% dans les défaites, 38% à 3 points en victoire, 33% dans les défaites. Bref, un Harden qui ne met pas ses pull-ups à 3 points, les Rockets sont en danger. Stat numéro 2 à suivre durant ces playoffs 2019. Est-ce que Giannis Antetokounmpo peut-il rester à 70% de réussite au tir sur 70% de ce qu'il tente en attaque? Et oui, Giannis, probable futur MVP, il fait une saison extraordinaire, notamment dans la maximisation de son apport offensif, et évidemment aussi de sa défense, mais on va se concentrer là sur son apport offensif, puisque en termes de fréquence, il fait 70% du temps en attaque, quelque chose qui fait à hauteur de 70% de réussite. Et on est en train de parler là des paniers qui sont tentés tout près du cercle, des paniers qui sont tentés à moins de 10 pieds du
cercle, donc à moins de 3 mètres. On est vraiment tout près. On est vraiment dans la raquette. Est-ce que Giannis va pouvoir maintenir cette maximisation-là de son attaque, cette efficacité-là en play-off? Parce que, évidemment, au même titre que Harden juste avant, c'est le catalyseur de cette équipe des Bucks. Et les Bucks ont besoin d'un Giannis en calibre ultra mutant pour espérer aller très très loin en play-off. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un passif. Au même titre que Harden, il y a un passif sur les playoffs de la saison passée, il y a un passif Antetokounmpo dans les playoffs 2018. Il était également à 70% pour ses paniers qui sont tentés très très près du cercle, et il avait réussi à monter à 75% en playoff. Donc je vais vous donner une stat bonus. Même si cette stat-là, elle va être très importante, elle va être à surveiller de près, parce que effectivement les défenses vont pouvoir s'ajuster et peut-être un petit peu mieux gêner Giannis s'il est gênable dans la mesure du possible. Je vais vous donner une stat bonus. Parce que la vraie clé pour les Bucks, c'est ce que j'ai appelé la contribution des Héraclès. Les Héraclès, les demi-dieux de Milwaukee. Il y a Giannis, c'est le Zeus de l'équipe, c'est le dieu absolu de cette équipe des Bucks. Et bien il y a des demi-dieux, c'est les coéquipiers de Giannis, c'est des joueurs de complément. Les Bucks ont besoin de joueurs de complément qui contribuent en attaque, et notamment à 3 points. Donc la stat bonus à surveiller durant ces playoffs côté Bucks, c'est la réussite à 3 points. Regardez, dans les victoires, on est à 37%. Et dans les défaites, on tombe à 32%. Les Bucks étant l'une des équipes de la NBA qui utilise le plus le tir à 3 points, notamment dans le sillage de la fixation de Giannis. Et je ressors pour des tireurs. Sans ces tireurs qui sont en réussite, eh bien les Bucks risquent d'un petit peu souffrir. Ils pourront toujours compter sur leur bonne défense, mais ils risquent d'un petit peu souffrir, et ils peuvent être mis en difficulté là-dessus face à des équipes qui vont très très bien aller gêner les joueurs de complément, exactement comme dans les époques LeBron James aux Cleveland Cavaliers, où vous voyez partout dans la presse comment stopper LeBron, et je n'arrêtais pas de vous dire, ça ne sert à rien d'essayer de stopper LeBron, laissez LeBron mettre 40 points, 15 rebonds, 15 passes. La clé, c'est neutraliser tous les joueurs de complément. Et on a vu, dès que les joueurs autour de LeBron, les Kyle Korver, les JR, les Irving à l'époque, tous ces joueurs qui tiraient, les Kevin Love, tous ces joueurs qui apportaient du 3 points, dès qu'ils étaient neutralisés, dès qu'ils étaient éteints, les Cavs étaient en souffrance. C'est la même problématique sur les Bucks. Giannis, il sera à 40 points, 20 rebonds, 20 passes, pour caricaturer. Si par contre, Bledsoe, Middleton, Lopez, ils sont à 31-32% en 3 points, vous vainquez, vous arrivez à vaincre cette équipe de Milwaukee. Stade 3 à suivre durant ces playoffs 2019. Est-ce que les Denver Nuggets peuvent garder un assist turnover ratio supérieur à 2 en playoff? L'assist turnover ratio, c'est quoi? C'est la différence entre les passes décisives que l'équipe crée dans un match et les balles perdues que cette équipe subit dans un match. Donc quand vous êtes à 2, c'est que par exemple vous avez fait 20 passes décisives pour 10 ballons perdus. Les Nuggets, ils ont besoin de garder ce ratio supérieur à 2. Ils ont le deuxième plus haut taux de passes décisives de la NBA. Et ils ont le quatrième meilleur assist turnover ratio de la NBA. 7 joueurs à plus de 10 points par match. C'est une des équipes playoff qui a le plus de joueurs à au moins 10 points par match de toute la NBA. Le jeu des Nuggets est basé sur ce ballon qui est très vivant, cette balle qui circule, ces décalages concrets, ces fixations, ces renversements, pour aller trouver le joueur le mieux placé. Il n'y a pas vraiment une locomotive d'attaque côté Nuggets, il y a un groupe de 7 joueurs et le danger peut venir de partout. Et c'est ça qui fait la force des Nuggets. Et en saison régulière, dès que les Nuggets, sur tous les matchs qu'ils ont joués, ont eu un assist turnover ratio supérieur à 2, supérieur à leur moyenne, on va dire, de la saison, eh bien, ils ont accumulé un bilan de 34 victoires pour 11 défaites. Ils ont un excellent bilan dès lors qu'ils arrivent effectivement à minimiser les pertes de balles et surtout à produire ce jeu collectif, ce jeu qui génère des passes décisives, qui génère des bons tirs, qui génère des bons décalages et qui fait que cette équipe des Nuggets est l'une des meilleures
attaque de la NBA, 6e attaque de la NBA présentement. Donc ça va être quelque chose à suivre de très très près. Il y a pour moi une forme d'inconnu sur cette équipe des Nuggets. J'ai du mal à me projeter sur leur niveau réel sur ces playoffs. Est-ce qu'on va avoir une équipe des Nuggets qui est un peu les nouveaux Warriors, c'est-à-dire on a développé un noyau dur de jeunes joueurs en interne et étape par étape, on fait monter en intensité cette équipe jusqu'à devenir un contender, ou bien est-ce que c'est un soufflet qui va retomber en playoff dès que ça va s'intensifier? Je vous donne également, pour ces Nuggets, si vous me le permettez, une stat bonus. Eh bien, sur cette saison régulière, les Nuggets, ils ont un bilan de 15 victoires pour 12 défaites seulement, péniblement au-dessus des 50%, face aux 10 meilleures attaques de la NBA. Il y a une problématique défense, donc une très bonne attaque serait pas un bon match-up pour cette équipe des Nuggets en playoff, parce qu'ils auraient peut-être des petites problématiques de défense exposées face à cette très très bonne attaque. Mais priorité, on se concentre, si on suit les Nuggets, sur le assist turnover ratio. C'est un déterminant du succès de l'équipe. 4e stat à suivre durant ces playoffs, elle concerne Russell Westbrook, elle concerne donc indirectement OKC. Est-ce que Westbrook peut se forcer à ne pas trop tirer en attaque durant ces playoffs 2019? Autrement formulé, est-ce que Westbrook peut se contraindre à ne pas tenter plus de 20 tirs par match durant ces playoffs? Parce que en saison régulière, quand Westbrook a tenté plus de 20 tirs cette saison, eh bien OKC a un bilan de 17 défaites pour seulement 13 victoires. Quoi, vous allez me dire, mais attends, on parle d'un franchise player, on parle d'un joueur All-NBA, on parle d'un peut-être candidat au titre de MVP, et tu es en train de nous dire qu'il ne doit pas exister en attaque, qu'il ne doit pas tirer. C'est un postulat qui est complètement bizarre. Eh bien, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité parce que Westbrook, c'est le 401e pourcentage au tir réel de toute la NBA. Il n'y a rien que Westbrook fasse en attaque qui fasse mieux que ne serait-ce que la moyenne de la NBA. Transition, indice 11. Pick and roll, indice 34, isolation, indice 35, post-up, indice 23, spot-up, indice 39. Il n'y a que sur les claquettes au rebond offensif, où là, il est très très bon, et sur les cuts, donc quand il existe dans du jeu collectif, qu'il est lancé en backdoor et qu'il est lancé en démarquage, mais les cuts, on est en train de parler de 28 possessions sur toute la saison régulière, de 41 points marqués, donc c'est complètement anecdotique. Westbrook, qui fait une saison très compliquée en efficacité offensive, il fait une saison très compliquée en attaque, et dès qu'il essaye d'un petit peu trop tirer la couverture à lui, eh bien il pénalise son équipe. OKC a besoin d'un Westbrook qui fait du playmaking, qui distribue en attaque et qui se focalise sur la recherche des points en pourcentage, sur l'agressivité vers le cercle. Ce que Giannis, sur le mentoring, le coaching de Budenholzer, a très bien réussi à faire. C'est-à-dire qu'il a été gommé tous ces pull-ups à mi-distance qui lui faisaient perdre en efficacité pour se reconcentrer vraiment sur les paniers tout près du cercle. Westbrook continue en attaque de faire majoritairement des choses qu'il fait maladroitement. Il n'est qu'à 40% de fréquence sur les tirs tentés tout près du cercle, où il est à 57%, où il est très bon, et il continue de tenter à hauteur de presque 60% du catch and shoot, où il est à 30% de réussite, et du pull-up, où il est à 30% de réussite. Donc, si Westbrook se force à moins tirer, à faire plus exister ses coéquipiers en attaque, eh bien ça sera tout bénéfique pour cette équipe d'OKC. Ou alors, j'ai une évolution de mon jeu offensif où je suis en explosivité, en agressivité, en recherche de fautes pour finir fort en dessous. Et je vous donne aussi une stat bonus, c'est cadeau. La vraie clé pour OKC, c'est le rendement de Paul George. C'est lui le déterminant, parce que quand vous regardez le différentiel victoire-défaite pour Westbrook, eh bien dans les victoires, il est à 42%, dans les défaites, il est à 42%, il prend 11 rebonds, il fait 10 passes, il perd 5 ballons. La différence entre les victoires et les défaites côté OKC sur la feuille de match de Westbrook, mis à part la fréquence de tir, ce que je vous ai expliqué précédemment, eh bien son rendement est global ballman. Donc c'est pas lui le facteur
de différence dans la victoire. Côté OKC, le facteur de différence, c'est Paul George. Et quand on regarde le win-loss, on comprend tout de suite pourquoi. Dans les victoires, il est à 48%. Dans les défaites, il est à 39%. 43% à 3 points, 33% dans les défaites. La clé, c'est l'adresse de Paul George durant ces playoffs. Quand Paul George a un pourcentage au tir réel inférieur à 58% en saison régulière, eh bien OKC c'est 22 défaites pour 12 victoires. Ça fait quand même un sacré postulat pour qu'on soit dans une recherche de succès côté OKC. Il faut que Westbrook tente moins de 20 tirs par match, 20 tentés par match, c'est sa moyenne en saison. Donc il faut, malgré la tentation de vouloir être le sauveur, de vouloir être celui qui fait gagner son équipe, il faut qu'il se force en playoff à un petit peu moins exister sur la shooting chart. Et à contrario, il faut que Paul George en playoff, il fasse plus de 58% au tir réel. 58% au tir réel, c'est sa moyenne de saison. Donc il faut qu'il soit plus efficace en playoff qu'il ne l'a été en saison régulière pour que cette équipe de OKC, elle soit dans une situation maximisée pour être en recherche de victoire. On va suivre ça de près. Et enfin, en numéro 5, la 5e stat. Est-ce que les Celtics peuvent rester à au moins 70% de taux de passes décisives en playoff? Pourquoi 62%? Parce que les Celtics, ils ont pris sur cette saison 2018-2019 une très mauvaise habitude. C'est la 2, 4, 6, 8e équipe de la NBA qui tente le plus d'isolation. Et ils sont en indice 7 sur 100 sur leur efficacité sur le jeu en isolation. Bref, les Celtics, dès qu'ils essayent de jouer en solo, c'est une catastrophe. Mis à part un tout petit peu Irving et un tout petit peu Al Horford, mais on parle de 22 possessions, tous les autres joueurs des Celtics ont un rendement qui est très 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 inférieur à la moyenne NBA dès lors qu'ils essayent de jouer en isolation. Tatum, indice 17 sur 100, Morris 18 sur 100, Rozier 34 sur 100, Smart 28, Brown 13, Hayward 22. Bref, on ne sait pas jouer en isolation côté Celtics. Donc est-ce qu'en playoff on va réussir à continuer à jouer collectif? Parce que quand on joue collectif côté Celtics, c'est-à-dire que quand on a un ballon qui circule et qu'on arrive à donc générer des passes décisives, générer des décalages, être en recherche du joueur le mieux démarqué, le mieux placé pour sanctionner, et bien quand on arrive à être à 63% de passes décisives ou plus, c'est pour ça que je vous parlais de ce levier de 62, et bien on est à 28 victoires pour 10 défaites. Quand le ballon circule à Boston, quand on ne fait pas d'isolation, on est à 74% de victoires. C'est tout simplement le meilleur bilan de la NBA. Donc si les Celtics arrivent à jouer ensemble en playoff, arrivent à générer des passes décisives en playoff, arrivent à se remobiliser collectivement et à ne pas tomber dans chacun son tour, on tente notre truc en attaque et c'est la catastrophe et notre attaque elle dégringole, les Celtics ont peut-être une chance de faire quelque chose. Donc surveillez le pourcentage de passes décisives des Celtics. Le pourcentage de passes décisives, il se calcule comment? C'est la différence entre le nombre de paniers marqués et les passes décisives qui ont été générées. Sachant que plus vous générez de passes par rapport au panier, plus vous avez entre guillemets construit collectivement votre attaque. Et à contrario, si vous mettez 80 paniers et que vous n'avez généré que 20 passes décisives, vous pouvez donc en déduire qu'il y a eu 60 paniers générés sans passes décisives, donc 60 paniers en isolation ou en post-up ou en séquence, bref, individuelle. Ça, les Celtics, ils ne savent pas le faire. Donc, c'est la clé pour Boston. En tout cas, c'est la stat clé qu'il faut suivre pour Boston durant ces playoffs. Alors, on va se quitter là-dessus. Et puis, on suivra ça de très près. Vous avez maintenant 5 stats avancées ou pas, ou plus généralement à suivre durant ces playoffs. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.